Et là, j'ai vu une statistique qui m'a juste, rendu fou. C'est 90 des startups dans le monde échouent ou mettent la clé sous la porte sous 7 ans. Ouais. Donc ça, moi, ça m'a rendu complètement fou et j'ai dit: «C'est pas possible, je peux pas avec mes 24 heures, aider, un maximum de monde. Il faut que je crée un logiciel». OK. Et c'est là où est venu Humber. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Chez Origine, Geoffroy Louchard, est-ce que tu peux te présenter? Et ben, moi, Geoffroy, donc 42 ans bientôt, 1er OK. novembre. Je suis entrepreneur, même serial entrepreneur. J'ai fait que construire des entreprises dans ma vie OK. et j'ai fait un petit passage chez Apple quand même pour démarrer Ouais. et voilà. Tu habites à Paris? J'habite proche Paris, Ouais. pas pur parisien. Tu as grandi, vécu, dans la région parisienne? Ouais, tout le temps et même si toute ma famille, est dans le Nord, Pas-de-Calais, moi j'ai rayonné plutôt en région, Île-de-France, ouais. Qu'est-ce que ça représente justement cette région parisienne? Alors soit pour toi, d'un point de vue individuel, mais également d'un point de vue de l'entrepreneuriat? Bah, les connexions et la rapidité des connexions qu'on peut se faire, forcément dans une grande ville, tout va beaucoup plus vite, surtout, ben, dans les réseaux, professionnels ou même, en termes de business. Ma clientèle, elle était, aussi beaucoup, sur Paris, donc tout s'est accéléré. OK. Tu as pour projet de déménager également? Peut-être, du Ouais. côté de l'Atlantique, vers Bordeaux? Voilà, donc pour le moment, c'est un projet. Donc, je suis en train de voir avec ma femme, vers où est-ce qu'on se dirige. Mais effectivement, soit, une maison, annexe, OK. soit, principale, à déterminer. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, dans cette interview, c'est de parler, voilà, de qui tu es, ce que tu fais. On parlera d'Ember et ce que tu veux faire également avec, l'IA et les LLM, notamment dans cette branche, de l'entrepreneuriat, mais également parler de ton parcours, des origines, de Geoffroy Louchard, hein. C'est-à-dire, tu parlais d'être un serial entrepreneur, tu as lancé plusieurs types de business. Voilà, peut-être que j'imagine que être un entrepreneur, c'est aussi, enfin, c'est une phrase un peu bateau qu'on répète, mais aller d'échec en échec, hein, sans perdre son enthousiasme. Peut-être aurais-tu, tester plusieurs trucs. On parlera aussi de cette success story qui est Finalcad et on pourra parler également, qu'est-ce qui t'a construit en tant qu'entrepreneur, peut-être, dans ton enfance, ton adolescence et ta période, jeune adulte? Oui, bah, moi, j'ai eu une enfance assez classique, et j'ai fait un parcours aussi assez classique. J'ai fait des maths, enfin, j'ai fait, S en terminale et en fait, ce que ça m'a appris, c'était plutôt la rigueur, et la discipline de travailler beaucoup en un temps, record Oui, et c'est ça surtout que ça m'a appris avec la logique OK. et lorsque je suis sorti d'études, j'avais 2 choix parce que j'étais passionné par le sport, donc soit j'étais prof de sport, soit, j'allais dans une école de commerce parce que c'était mes 2 compétences principales et au final, je me suis dit: «Bon, ben», enfin, au final, c'est mes parents m'ont dit: «Dans le sport, tu vas peut-être pas gagner énormément d'argent et ton avenir est plus compliqué alors que le commerce, c'est naturel chez toi. Ouais, Donc je pense qu'il faut que tu t'orientes là». Donc j'ai suivi ce que mes parents m'ont dit OK. et je pense avoir bien fait quand même parce qu'aujourd'hui, je mêle les 2 et effectivement, j'ai fait, une école de commerce et après, ça m'a donné ce sens, cette ouverture, en tout cas dans le business au sens général Ouais, et après, et démarré ma première aventure, c'était chez Apple OK. et après, j'ai enchaîné par les créations d'entreprises. Alors pourquoi chez Apple? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette entreprise? Chez Apple, pour moi, enfin, c'est un peu un graal parce que je suis passionné par, tout ce monde-là et je suis vraiment extrêmement attiré par, ben, ce que Steve Jobs pouvait faire, la simplicité que j'ai suivie tout le long de ma carrière et la manière de servir l'utilisateur final. Pour moi, c'était essentiel et on le retrouve sur la plupart de mes logiciels d'après. Pour moi, c'est fondamental, cette simplicité, cette perfection Ouais. parce que c'est vraiment dans ma culture, dans mes valeurs et donc, il fallait que je fasse un passage là. Je l'ai fait. Je suis super content de l'avoir fait et après, j'ai créé mes boîtes. Je crois que Steve Jobs disait: «La meilleure interface, c'est pas d'interface ou si ton produit a besoin d'un manuel d'utilisation». Je pense que tu peux le revoir. Ouais. Il y a vraiment ces racines de simplicité, et de minimalisme, chez Apple. Oui, bah, c'est exactement ça et c'est toute la difficulté, hein, finalement, de se dire, enfin, moi, c'est par respect par celui qui va utiliser mon logiciel. J'ai envie qu'il soit, beau et hyper utile. On enlève toute fioriture. On fait vraiment un produit, essentiel et OK. beau. Tu y passes combien de temps chez Apple? 3 ans. 3 ans? À partir de quel moment commence à se nourrir cette volonté de devenir entrepreneur ou de se lancer en tout cas en tant qu'indépendant?
Oui, bah, c'est surtout, pouvoir décider de mes propres, décisions et de mes propres orientations parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête et j'ai envie d'exécuter, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire donc en fait, ça s'est passé ma première boîte, c'était un déjeuner avec, dans ma famille et mon père j'étais avec mon père, mon frère et toute la famille et il me dit: «Bon, bah, voilà, moi, je vais partir en retraite, dans les 5 ans à venir. Le problème, c'est que je détiens toutes les compétences techniques de mon entreprise et le jour où je vais partir, donc dans le secteur du BTP, le jour où je vais partir, ben, ça va être une perte sèche pour l'entreprise et ça, on s'est dit: «OK» et il me dit: «Ben, est-ce que vous pouvez faire quelque chose?» Là, il y avait mon frère heu, qui avait travaillé 5 ans à la DGSE. Il était passionné de photos et de vidéos et il me dit: «Ben, tiens, peut-être on peut capitaliser ça». On est en 2007, hein. Mmh. «On peut capitaliser ça en vidéo, photo» et j'ai dit: «Bah, oui, on peut peut-être le scénariser également et en faire des vidéos pédagogiques hyper concrètes», dans le BTP. C'était l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, des, plateformes e-learning, Oui, donc les plateformes 2D, tout ça. On n'était pas très fan. On s'est dit: «Vaut mieux des choses très concrètes, très précises» et mon père m'a dit: «Bah, ouais, ça peut être sympa» OK. et à 2, on se disait: «Bon, on va peut-être lancer l'affaire à 3 et c'est là où je me suis dit: «Bah, tiens, je vais peut-être demander au major de promo de mon école de commerce, la première année». Moi, j'étais major la deuxième année. Je dis: «Il doit pas être trop bête». On s'est vu lors d'un déjeuner. Il m'a dit: «Go». OK. On a créé la boîte, franchement, au bout d'un mois à peine et on était parti. Ça s'est fait extrêmement rapidement. Ça faisait partie de l'ADN de la famille, Oui. l'entrepreneuriat et notamment dans le secteur du BTP? Oui, voilà, parce que, en fait, effectivement, dans le BTP, il y avait ce sujet, encore aujourd'hui, où il y a beaucoup de carriéristes. Quand c'était la génération, bah, de nos parents, ils restaient au moins 30 ans, 40 ans dans la même entreprise et donc effectivement, les pertes sèches, était un vrai sujet et on s'est dit: «Bon, on va le moderniser, OK. par de la vidéo». Donc vous montez une structure avec ton frère, Oui, avec, cet associé justement oui, qui a fait la même école que toi exactement. et qu'est-ce que vous développez? Alors tu parlais d'un LMS ou d'une session de formation, c'est ça, Ouais, en c'est ligne? ça, exactement. En fait, on allait faire, étudier les documentations techniques. Donc c'était la vraie valeur ajoutée qu'on apportait. C'était on étudie les docs techniques, on va voir ce qui se passe sur le terrain, on va aller filmer les bons gestes et les gestes à ne pas faire. OK, On en fait des vidéos, pédagogiques qu'on intègre dans une plateforme et on le met à disposition de toute l'entreprise. excellent. Donc passionnant, on a passé 5 000 heures sur le terrain. Il paraît qu'il faut 10 000 heures pour apprendre un Ouais, métier complet. On en a passé 5 000, c'était déjà pas mal. ouais. Au plus proche du terrain vraiment, et en plus on a un respect, en tout cas dans la famille, énorme pour les opérationnels, ceux qui construisent pour nous, qui ont les mains dans le cambouis et on voulait par, respect et bienveillance leur donner, la capacité de transmettre ce qu'ils D'accord. savent faire dans l'entreprise. Ça, c'était le premier produit? Ça, C'est c'était Final 1 Cut, ça? Non, c'était Knowledge Ah, Corp. Knowledge, OK. C'était Knowledge Corp, première structure passionnante. On a passé vraiment énormément d'heures. Par contre, vraiment énormément d'heures. On était franchement, on était au moins à 14-15 heures par jour, sans rire et le problème de ça, c'est qu'on avait beaucoup de déplacements un peu partout en France, et donc il fallait être à Caen, un jour, le lendemain être à Strasbourg. On passait la nuit en voiture, enfin, c'était vraiment Ouais, l'enfer. Mais on était passionnés. On a passé, on a adoré ce qu'on faisait. On générait du chiffre d'affaires, mais pas suffisamment par rapport au temps passé OK. et on s'est dit: «Là, on peut pas continuer comme ça, on est en train de se cramer». Et on s'est posé, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire, de plus, scalable? Quel est le point commun identifié?» Et là, ils nous ont dit clairement, enfin là, ben, par la force des choses, ils nous ont dit: «Bah, le papier, il est absolument partout dans le secteur du BTP». On crée des plans architectes à zéro, les grands formats, Mmh. papier, on est dehors quand il pleut et ben, le papier prend l'eau. On écrit tout, on doit tout ressaisir à la main dans les Excel, enfin, c'est l'enfer et là, on s'est dit: «OK, on tient un point, assez fort» et il y avait Steve Jobs qui avait sorti l'iPad en 2010, Oui. premier iPad. On s'est dit: «Bah, tiens, essayons d'aller mettre un iPad sur un chantier». C'est ce qu'on a fait en septembre 2011. On a pris les formats, A0, plan architecte qu'on a mis dans un iPad OK. et on s'est dit: «Bah, tiens, on va aller essayer de vendre ça, sur le chantier». Donc on va poser des observations heu, aux différents corps de métier. Donc au corps de métier, tu as le peintre, le plombier, l'électricien et on va leur attribuer des tâches comme on le faisait en papier, mais en digital. On appuie sur un bouton, plus de ressaisie sur Excel, Oui. ça envoie directement dans les boîtes mail et là, magie, on gagne un temps fou. On Ouais. fait, 2 heures de visite, on gagne les 2 heures de ressaisie qu'on OK. pouvait éviter. C'est Est-ce magique. est-ce que tu as vu une résistance, de la part de ta cœur de cible, notamment pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser le papier?
justement utiliser un autre moyen, en tout cas de rentrée d'informations? Est-ce que tu as vu des ouais, des résistances? Là, on a une stratégie très pragmatique, c'est-à-dire qu'on s'est dit: «Ben, tiens, on fait le MVP, on va aller, à la rencontre de nos utilisateurs et on leur dit: "Bon, bah, tiens, j'ai un outil, regarde". Donc on faisait du porte-à-porte chantier par chantier, donc vraiment, prospection un peu comme, enfin vraiment, prospection, basique Ouais, et l'avantage du chantier, c'est qu'il y a un accueil, formidable. J'ai dû me faire, jeter, très sincèrement 3 4 fois maximum des chantiers, donc il y a ce vrai accueil. Je présente et là, comme ils connaissent la contrainte, on appelle ça la levée des réserves à l'époque, c'était vraiment lever les réserves quand tu achètes un appartement ou quoi et tu dois lever des réserves, avant de livrer l'appartement. Ils connaissent tellement bien, ça, on appelle ça, souvent on prenait des stagiaires, les conducteurs de travaux prenaient des stagiaires et on appelait ça les coureurs à pied pour aller, courir et poser des observations, machin et ben là, on change leur vie et leur manière de faire, de pratiquer et le gain de temps qu'ils gagnent. Et là, il se dit: «Oh waouh, c'est génial, ça coûte combien?» De manière toujours hyper pragmatique: mmh, «C'est quoi ton budget?» Et là, il me dit: «Ben, moi, j'ai une autonomie de décision, jusqu'à 5 000 €». OK, on prend 5 000 €. Et du coup, on a enchaîné, 300 chantiers. On s'est fixé un objectif, 300 chantiers, 3 mois et on va voir ce que ça donne. Et ben, en fait, ça a pris, presque instantanément. On a eu quelques, évidemment, avant de vendre les 1 parce que ça bug, ça plante, ça machin, enfin, c'était vraiment le MVP, de base. ouais, Mais en fait, le gain était tellement énorme qu'ils se sont tous dit: «Nous, on croit en ce produit, on est OK. avec vous, on vous supporte». Et on a connu ça et la sonnette d'alarme qu'on a eue, c'est, au bout de 3 mois, tu as les grandes DSI des grands groupes, les Bouygues, Vinci, ils nous appellent, ils nous enfin franchement, je mettais en haut-parleur tellement ça criait fort. Heu, Pourquoi on a des iPads absolument partout sur nos chantiers? On contrôle plus rien, on sait plus quoi faire et là, on s'est dit: «OK, on a touché un point, assez sensible» et la réponse était: «Est-ce que, c'est un problème ou est-ce qu'ils gagnent du temps véritablement?» «Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'ils gagnent vachement de temps et tout ça, mais vous auriez dû venir nous voir» et effectivement, si on avait été les voir, les cycles de vente auraient pris peut-être 6 mois, 1 an. Ouais, Là, les cycles de vente étaient d'une semaine. OK. Donc on s'est dit: «Nous, la force, c'est le terrain. On passe par le terrain et après on va structurer progressivement le compte, jusqu'au jour où on rencontre, un des grands patrons de grands groupes du CAC 40 et qui nous disent: «Bon, bah, voilà, le problème, c'est que vous savez plus d'informations que moi-même je connais, et j'ai besoin de ces informations pour améliorer la performance, de mes chantiers» et OK. voilà. Tu arrives dans un marché où il y a peu ou zéro concurrence? Il y avait, un concurrent, surtout qu'on a découvert après. Nous, c'est toujours pareil, hein, tu sais, on démarre from scratch, on regarde peu, la concurrence parce qu'on a notre idée en tête, on sait quoi faire. Donc on la regarde, mais de loin et on en a découvert un, il s'appelait Resolving. OK, Maintenant, on est super potes, ouais. mais à l'époque, on n'était pas potes du tout et donc il y avait une vraie guerre, ensemble mais c'était sain, c'était vraiment génial. Donc il y en avait très peu de concurrence. Il y avait ça et des toutes petites solutions sur le marché, mais voilà, donc nous, on a tracé notre chemin, sans regarder derrière, OK. sans regarder dans le rétroviseur, quoi. La genèse pour revenir à la genèse de Finalcad, c'est-à-dire tu continues enfin, tu continues l'association avec ton frère, Ouais, avec, cet ancien associé également de l'ancienne entreprise. oui. Il y a un quatrième cofondateur qui vient? Non, on Non? a toujours été 3 3. 3 fondateurs. On avait donc mon frère, donc c'est une particularité. On dit souvent, faut faire attention de créer des boîtes en famille. Ouais, M Moi, ça s'est extrêmement bien passé parce OK, qu'on était vraiment, très complémentaires dans notre façon de faire. Lui, très scientifique, très, pragmatique et sens du détail, mais technique et moi, j'étais l'opposé de ça, qui était plutôt, sens du détail, créatif? design, créatif et surtout business et Ouais, donc quand la rencontre de la technique et du business, se passe, là, tout ouais, tout se passe bien. OK. On n'est pas là à créer le meilleur produit du monde qui sera jamais vendu parce que, voilà et le troisième qui lui a apporté aussi enfin énormément de valeur, c'était un excellent pitcher, il savait raconter, vraiment les belles histoires et donc il a eu plus une action de marketing, OK. pour promouvoir la solution un peu partout dans le monde. Cette solution, elle est bootstrappée? Oui, Comment alors vous la financez? Parce qu'un MVP, enfin, on parle plus enfin, il y avait pas trop les IA en tout cas il y avait pas les IA, qui non. aidaient à développer, donc j'imagine qu'il y avait un besoin d'expertise humaine pour développer ce MVP. Ouais, Comment vous financez tout ça? donc on a financé par, la première société, Knowledge Corp, donc par nos fonds propres, en gros et c'était une évolution de l'histoire et donc on a vraiment, financé ça et on a eu cette chance de dire: «On fait le MVP,
on est rapidement, à l'équilibre Ouais, et on voulait pas sortir une solution parfaite, mais suffisante, le fameux 80-20. On était vraiment au 80 et notre 80 avec un niveau d'exigence déjà bien élevé ouais. et du coup, on a réussi à financer la suite jusqu'à une traction forte où là, on s'est dit: «OK, soit on change de cap et on lève des fonds, soit on continue et on ne sait pas trop où ça va nous mener». On a fait le choix de lever des fonds. OK. Alors, pour lever des fonds, c'était pour, répondre aller chercher de la croissance rapidement? Où il y avait de plus en plus de clients et de demandes et besoin d'embaucher? C'est quoi la genèse de cette levée de fonds? Ouais, ben, en fait, on vend un produit et du service. Donc on a ce fameux équilibre, l'idéal, c'est d'avoir 80 de logiciels et 20 de services. On n'y était pas, on avait encore beaucoup de services OK. et le problème, c'est que quand tu commences à avoir, beaucoup de services, ben, plus tu as d'utilisateurs, plus tu as de projets, plus tu as de charges. Donc nous, il fallait absolument qu'on se dise: On doit renforcer le logiciel, absolument, pour qu'on automatise un maximum de tâches, Ouais, pour qu'on ait ce ratio 80-20 OK. et il fallait qu'on lève. Donc on a levé directement en série A et on n'a pas fait en précide ou seed. Donc on a éprouvé notre solution. Donc effectivement, le business model était, stable, le produit était stable et c'était de la croissance pour accélérer en interne et indirectement en externe. Alors cette, levée de fonds, elle est inbound, outbound, c'est-à-dire elle vient à vous, vous allez la chercher, comment ça se passe? Alors, on vient la chercher, pourquoi? Parce que en fait, le secteur du BTP, c'était absolument pas sexy, hein. On était des ovnis. Clairement, on allait voir les fonds et on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va lever des fonds? On va vous aider à lever des fonds dans un secteur où, bah, il y a absolument rien» et nous, on dit: «Bah, absolument rien égale, océan bleu. Ouais, Donc vous faites comme vous voulez, mais nous, on a une conviction forte, on veut changer la façon de construire et on le fera avec vous ou sans vous». Donc on était en position de force parce qu'on avait montré une traction. Donc on a eu ces premiers fonds qui nous ont fait confiance. Donc ils nous ont dit: «Bon allez, let's go, je comprends» et ce qui avait fait déclencheur, c'était lorsqu'on a montré ce fameux tableau McKinsey qui disait, heu, le niveau de digitalisation des industries. Il y avait la chasse et la pêche, juste au-dessus le BTP, construction OK, et là ils se sont dit: «OK, ben, la courbe de croissance va être forte». Peut-être longue parce que c'est une industrie, longue et lourde, oui, mais en tout cas, il y a un vrai potentiel. Donc OK, ils nous ont fait confiance et on a commencé comme ça. excellent et donc plusieurs levées de fonds? Oui, en fait, ça en général, quand on fait notre première levée de fonds, les cycles à l'époque, c'était plutôt, autour de 18 mois. Ouais, Donc tous les 18 mois, on était parti en levée de fonds et ça pose plein de questions, hein, dans la structure de l'entreprise parce que une fois qu'on a mis un pied dedans, 18 mois, c'est court. Une levée de fonds, ça se passe en règle générale en 6 mois. Donc faut se dire, les fondateurs sont à fond pendant, 6 mois, dans le tunnel, pour clôturer. Ensuite, petit sas de décompression, mais vraiment très petit parce qu'en fait, une fois qu'on a signé, c'est là où ça démarre. ouais, Donc, on met les équipes en place et ben, 18 moins 6, boum, on repart en levée de fonds et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, jusqu'à la série D pour en faire, 70 millions de dollars de levée OK. et 200 collaborateurs. Donc une croissance extrêmement forte et à partir d'un moment, il y a un pivot qui s'opère effectivement, il y a le marché local, puis le marché international. Ouais. Ce sont des grands groupes du BTP qui, investissent dans votre boîte? Donc nous, c'était composé de deux côtés. Il y avait le premier côté, c'était des venture capital, donc Ouais, vraiment capital risque, et on avait du corporate également. Donc on a eu ce mixte des 2 qui était assez vertueux pour le coup. OK. Comment ça se la dynamique au sein de la société où vous êtes 3, vous contrôlez, le conseil d'administration, en tout cas les décisions stratégiques et vous partagez l'actionnariat avec des grands groupes. Comment ça se passe, la transition du système de gouvernance? De gouvernance, ben, en fait, déjà, il y a une contradiction dans la levée qui est assez, c'est un challenge plus qu'un échec peut-être, mais c'était en fait, lorsqu'on fait une levée de fonds, ou qu'on enchaîne les levées de fonds plutôt, on a de plus en plus de pression. On doit être, au niveau de l'exécution, on doit être extrêmement précis dans tout ce qu'on fait et ça peut poser, problème parce que du coup, on rend compte de plus de reporting financier à nos investisseurs, Ouais, plutôt que de passer du temps pour nos clients ouais, et du coup, là, il y a un petit pivot qui s'opère et c'est assez, il faut faire extrêmement attention à ça parce que, voilà, bah, les clients, ils commencent à être, pas très contents. En interne, vous êtes dans votre tour d'ivoire et ne vous occupez plus de nous. Enfin ouais, bref, les clichés qui sont vrais parce qu'on est dans la startup nation, ouais, on accélère, on y va fort. Nous, on est préoccupés, on a la pression, on ne diffuse qu'à peine un tiers de la pression qu'on peut avoir en haut.
Mais c'est notre job, hein, en tant que fondateur. OK. Mais par contre, c'est vrai que ça peut perturber certaines, choses et du coup, on a, des, venture capital, qui nous poussent à la croissance. On était en hyper croissance, on faisait 80 de croissance chaque année. C'est hyper fort et on avait là aussi la chance d'avoir du corporate qui, eux, nous apportaient à la fois du business, en plus de fonds d'investissement et OK. ça, c'était hyper fort. Donc on avait ce sponsorship, mais l'équilibre, il était, on commençait à passer trop de temps auprès des investisseurs qu'avec le Oui, client. Donc oui, ce que j'ai à retenir, moi, en tout cas, c'est que dans les prochaines boîtes ou même le conseil que je peux donner, c'est plutôt en ordre de priorité, c'est d'abord de prioriser le client numéro un, quoi qu'il arrive, puis l'équipe numéro 2, puis les 3, les financiers et pas l'inverse. ouais, Et on a toujours tendance que quand on a 70 millions sur le compte, on se dit: «Ben, on privilégie les financiers», mais ouais. c'est pas ce qu'il faut faire. C'est toujours le client. Ils ont un intérêt. Enfin, ils ont un intérêt, en tout cas, pour que vous continuez l'aventure et que vous ne partiez pas, dans l'entreprise. Parce que c'est vous qui avez la vision, l'idée initiale, c'est vous qui avez acquis les compétences, la connaissance du terrain. Comment ça se passe? J'imagine qu'ils vous disent, «On lève des fonds, enfin, on vous prête des fonds, mais vous continuez à assurer la gestion, de la boîte». Oui, ben, en fait, arrivé à un moment donné, il faut être aux endroits où on doit être, c'est-à-dire là où on est le plus efficace. Les fondateurs peuvent avoir les idées et les compétences pour faire plein de choses, mais pas forcément être CEO, par exemple, donc Ouais, s'occuper administrativement de toute l'entreprise et donc c'est là où, il peut aussi avoir des dérives, fortes. C'est que nous, on a nos valeurs, on inculque tout ça OK. et ce qui peut se passer et ce qui est arrivé, c'est que, on s'est mis dans nos couloirs. Donc moi, j'avais le couloir du business et j'étais toujours, parce que c'était important en tant que fondateur, je pense, d'avoir un pied dans le business et de faire, des deals comme le reste de l'équipe. Donc ça, c'est hyper important. Mon frère, donc Jimmy, qui était sur la partie, technique, donc CTO et mon troisième OK. associé qui était lui, CMO. Et on avait, fait le test de mettre une personne sur la gestion globale de 200 salariés à, amener et ça, c'était pas forcément des bonnes idées Ouais, parce que quand on a beaucoup d'argent, on veut recruter des superstars, mais ces superstars, souvent, elles sont superstars sur le papier parce que dès qu'elles arrivent, dans l'entreprise, on recrute des gens presque pour leur savoir-faire plutôt que leur savoir-être. Alors que nous, on a toujours recruté, en tout cas moi, toujours, pour le savoir-être avant de le savoir-faire parce que le savoir-faire, ça s'apprend. ouais. Le savoir-être, ça s'apprend pas trop. On est comme on est et je pense que là, c'était, un piège enfin, qui s'est passé, un peu impulsé par les fonds d'investissement aussi OK. et on s'est dit: «Bah non, la valeur de la boîte, c'est, en fait, c'est nous». Donc on s'est battu pour revenir, sur l'équipe dirigeante Ouais, avec nos fonctions OK, et là, tout de suite, ça se passe mieux OK. et ça, ce sujet des CV superstars, c'était pas que cette personne, c'était vraiment plusieurs personnes Oui. et le recrutement, c'est extrêmement difficile, en tout cas. 200 personnes? Oui. C'était le côté, gestion, management, de ces ressources humaines était un aspect compliqué du Ouais, business? ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est, l'international surtout. Parce que le noyau était à Paris, on avait des équipes à Madrid, à Singapour, à Tokyo Ouais, et la difficulté, c'est de prendre en compte ce qui se passe à Singapour, donc surtout les défis techniques parce que à Singapour, nous, on a toujours eu l'ADN de s'adapter vraiment au local. oui, Du coup, techniquement, en termes de logiciel, il faut le faire évoluer oui, et sauf que, ben, quand tu as toute l'équipe de direction qui est ici, avec les PM et autres, tout se passe ici et l'importance de ce qui se passe là-bas, ça l'est un peu moins. Loin des yeux, loin du cœur et c'est oui, un petit peu ça. Donc on allait souvent, à Madrid, Singapour et Tokyo pour vraiment voir ce qui se passe, rapporter les éléments à développer, dans le logiciel et OK, ça, c'est quand même sacrément important de le ouais. faire parce que sinon ça marche pas. Comment on gère 70 millions? C'est pas un petit chiffre? Ça C'est arrive, on ouvre le compte bancaire, on voit 70 millions. Ouais. Bah, on peut Ça perdre pied, ouais, et on peut perdre pied, mais en fait, on a la réalité, de parce que 70 millions, c'est ce qu'on a sur le compte. Par contre, la pression qui arrive, elle est juste, oui, c'est le tsunami qui arrive de ceux qui ont prêté les 70 millions, de pas que ceux qui ont donné. prêté parce que, l'exécution, elle doit être, vraiment parfaite Ouais, et c'est toute la difficulté parce que tenir les 80 de croissance, c'est extrêmement difficile. Donc ça nous a amené, aux Next 40. Donc les Next 40, c'est quand même une belle récompense qu'on a eue. Donc on était dans les boîtes, les plus visibles de France et c'est pas simple à gérer. Donc on a un DAF, heu,
qui maîtrisait toutes les dépenses. Enfin, on essayait de maîtriser quand même vachement le cash burn parce que le problème dans ma startup nation, c'est, on dépense, on dépense, on dépense, presque à plus, voir ce qui se passe et donc on creuse la dette, hein, c'est le but, du venture OK. capital. Par contre, il faut que derrière, l'effet de levier soit extrêmement fort Ouais. et au début, on fait quand même pas mal d'erreurs et après on commence à être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait dans l'exécution. Aujourd'hui, tu n'es plus actionnaire de cette société. Non, Tu ne n'agis plus d'un point de vue opérationnel, ni de conseil? non, Hein? plus du tout, parce qu'en général, quand je commence une mission, je la finis et après je stoppe, je passe à autre chose. OK. Par contre, je la regarde toujours de loin, Ouais. évidemment et non, parce qu'avec les 3 fondateurs, on s'est toujours dit: On commence ensemble, on finit ensemble». OK. Donc on a commencé ensemble, on a vraiment fini ensemble tous les 3. Et une des raisons pour lesquelles, parce que ça sera peut-être une question de pourquoi on est parti, on a revendu nos parts parce que, justement, on avait ce problème on passait trop de temps avec, les financiers Oui. et pas assez avec le terrain OK. et nous, notre valeur, c'est le terrain. Donc en fait, ça ne correspondait plus trop à nos valeurs Oui. et on s'est dit: «Bon, bah, là, ça devient trop, ça correspond plus du tout à nos valeurs». On s'est dit: «Il faut qu'on arrête parce qu'après si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, Oui. on va faire des choses pas bien, quoi». Qu'est-ce qu'elle devient justement cette société? Et ben, elle a été rachetée par une boîte qui consolide le marché et je pense que ça, pour le coup, c'est une bonne idée parce que, dans le secteur de la construction, dans le SaaS, il existe une pléthore de solutions et il y a pas encore de leader, même encore aujourd'hui. Donc nous, on avait quand même une position, mondiale, très forte et mais même, malgré ça, on n'a pas craqué toujours Oui. le business. Donc ça, c'était notre frustration qu'on a toujours au fond de nous là, avec les 3 associés. Mais le fait de consolider le marché, je pense que ça peut créer un gros, européen, Oui. et peut-être mondial demain. Alors quasiment du jour au lendemain, tu ne reçois plus de mails, de Final Cad, tu as plus de responsabilités, peut-être, une certaine tranquillité, d'esprit pendant cette zone tampon, mais peut-être après un revers en mode: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Ouais, je pense que j'ai eu un peu l'effet de ce qui va se passer peut-être à la retraite, tu vois? Ouais. C'est, tu passes à de dizaines et franchement, j'avais au moins, 50 à 60 mails par jour, donc c'était vraiment hyper intense et même ma vie était hyper intense parce que je voyageais un peu partout, je m'occupais du business et de la stratégie de croissance, donc j'avais rempli 3 passeports, donc j'ai vraiment beaucoup, voyagé. Pouf, Plus rien. il se passe plus rien, et là je dis: «Bon, qu'est-ce que je fais de ma vie?» Et en fait, naturellement, ce qui s'est passé, c'est que les autres entrepreneurs, comme on était très visible du marché, ils sont venus me voir et ils m'ont dit: «Attends, j'aimerais bien que tu nous aides à débloquer aussi à dénouer les sujets de croissance pour qu'on la retrouve ou l'hypercroissance pour essayer de passer des étapes Oui. que moi j'ai vécues». Et là, je me suis dit: «Bah, OK, super, on va faire ça». Parce que c'était naturel, ça c'est venu et puis moi, j'avais atteint un niveau où je voulais aider les gens, toujours, j'ai toujours voulu aider les gens, dans le secteur de la construction à améliorer leur quotidien et là, je le voyais au niveau de l'entrepreneuriat. Je me suis dit: «Effectivement, il y en a beaucoup qui se plantent et souvent ils savent pas pourquoi ils se plantent aussi». Donc c'est important d'essayer de réduire ce hasard et les aider. OK. Et donc j'ai créé Sync, 10X. Oui. Donc on l'a fait avec mon ancien CRO, OK. donc Chief Revenue Officer. On s'est dit: «Ben, on va essayer d'aider avec, les entrepreneurs à mieux structurer» et donc un petit peu comme à l'époque de Knowledge Corp, j'étais sur le terrain, j'allais voir, le chantier. Bah, là, j'étais sur le terrain, j'allais voir les entrepreneurs, j'envoie, j'envoie, j'envoie et là, j'identifie tout le temps les mêmes patterns. Je me dis: «Waouh, on est toujours dans le schéma», tu vas voir un entrepreneur, c'est souvent les premières questions, c'est: «Ah, je veux lever, je veux, j'ai des soucis pour, entre l'équilibre produit business ou j'arrive pas à craquer le business». Bref, on dénoue des sujets et c'était insupportable chez moi et là, j'ai vu une statistique qui m'a juste, rendu fou. C'est 90 des startups dans le monde échouent ou mettent la clé sous la porte sous 7 ans. Ouais. Donc ça, moi, ça m'a rendu complètement fou et j'ai dit: «C'est pas possible, je peux pas avec mes 24 heures, aider, un maximum de monde. Il faut que je crée un logiciel» OK. et c'est là où est venu Humber. Et là, ça OK. Eh ben, alors, juste, sur la partie formation des entrepreneurs, c'est quoi? C'est une méthodologie, un coaching, un accompagnement pour, répondre aux différentes problématiques des entrepreneurs? Sur la levée de fonds, sur le côté business produit? Quel co c'est quoi ta méthode? Ouais, en fait, ma méthode, c'est juste mon expérience, c'est-à-dire, et je suis toujours focalisé sur ça, comment on fait pour réduire le hasard pour réussir? OK. Parce que plus c'est comme au sport, pour moi, c'est vraiment pareil. Tu as une compétition, donc moi, j'ai fait par exemple des Ironman. Oui. Je me suis dit, et toujours des challenges de plus en plus haut tout le temps, et un peu comme en scale up, tu as un objectif, quel que soit l'objectif d'ailleurs, sportif et ben tu te crées un plan
et ce plan-là, tu le redécoupes, au trimestre, puis à la semaine, puis au jour OK. et en gros, tu réduis le hasard et tu fais en sorte que tu arrives, pas forcément premier, mais en tout cas, ton objectif à toi, de réussir la compétition ou pas et c'est pareil dans le business et du coup dans la méthodologie et quand tu dis: «Ben, voilà, quel est ton objectif?» On prend de la hauteur, on dézoome, on redécoupe en petites, tâches Ouais. et ce qui est fondamental dans ça, c'est, pourquoi tu le fais? Et c'est pour ça que, la vision et la mission, elle est essentielle, dans la création d'une boîte ou même en cours. Tu vas voir n'importe quel entrepreneur, je te mets au défi, tu le prends, tu leur dis: «C'est quoi ta vision? C'est quoi ta mission?» La plupart sont assez flous dans ce qu'ils disent et en gros, ils peuvent se perdre et c'est souvent pour ça qu'ils se perdent dans ce qu'ils font. Donc ils peuvent avoir un super plan hyper bien, ficelé. Si leur vision et leur mission est pas bien calée, dès le début, ça va dériver à un moment donné. Donc là, il faut OK. les cadrer et partager ça Ouais. et ensuite le plan va dérouler. Et là, Ember, donc ça naît finalement de cette méthodologie, mais comment mettre cette méthodologie à grande échelle? Donc la méthodologie à grande échelle, c'est, à part, le logiciel, il y a pas 50 000 manières de le faire. En tout cas, moi, c'est les manières que je connais. Ouais. C'est de se dire, bah, comment avec, l'expérience et l'ingénierie entrepreneuriale, boostée par l'IA et renforcée par la communauté des entrepreneurs, comment on peut créer une solution qui va aider un maximum d'entrepreneurs à réussir leur business du premier coup. OK. Parce que quand on crée un business, on apprend par l'expérience et je me dis: «Ben, en fait, cette expérience, pourquoi on la diffuse pas dès le premier jour finalement?» Il y a rien qui nous en empêche, donc il faut le diffuser. Il faut faire en sorte que les échecs soient un peu moins violents que de Mmh. mettre la clé sous la porte. Donc il faut essayer de réduire toujours le hasard pour que les échecs soient moins violents et qu'on essaie de transformer ces 90 d'échecs en 90 de réussite, Ouais. et là, j'aurais gagné. Alors comment tu pourrais expliquer Ember? Qu'est-ce que Ember fait et quelle valeur ajoutée il apporte à l'entrepreneur? Bah, Ember, c'est le copilote ou l'associé qu'on aurait toujours aimé d'avoir sans ego, qui va aider à maximiser les chances de réussite de son business. OK. Et clairement, c'est ça, c'est de dire comment il existe des raccourcis, il faut les prendre, mais les bons. L'expérience, elle vient de plein d'endroits, elle vient de partenaires ou de gens qu'on rencontre au fil de l'eau mais il faut les avoir au bon moment de son étape entrepreneuriale et ben, Humber va intégrer un module pour ça, où on va partager les bons partenaires au bon moment du cycle de l'entrepreneur OK. mais avant tout ça, on commence par les fondations, ce que je te disais tout à l'heure. C'est quoi ton why? C'est quoi ta mission qui s'en découle? Ouais. Et ça, c'est fondamental. C'est la première fonctionnalité d'Humber, c'est celle-là. Le why, c'est une notion notamment qu'on a lue dans la littérature de l'entrepreneuriat, notamment de Simone, Oui. Sinek. C'est quelqu'un qui t'a influencé, auprès duquel tu as appris? Ouais, alors c'est assez marrant parce que je l'ai découvert après et après j'étais passionné par ce qu'il fait, mais je l'ai découvert après, Final CAD parce que Final CAD, on a toujours eu, cette vision de changer la façon de construire, toujours et la dynamique qu'on avait au sein de l'entreprise, elle a toujours été, là et les gens savaient pourquoi ils se battaient tous les jours, pourquoi, ils pouvaient passer des heures et des heures à faire ce qu'ils faisaient Ouais. et on a toujours transmis ça. Quand j'ai découvert justement le cercle d'or et tout ce qui s'ensuit, là, je me suis dit: «C'est magique, c'est exactement ça» OK. et quand j'ai confronté ça à la réalité de la vie entrepreneuriale, je me suis dit: «Waouh, en fait, les gens, ils sont pas alignés avec ce qu'ils font. Ils sont pas alignés avec leurs propres valeurs. Ils font souvent parce que, il faut générer du business, donc je fais quelques dérives, ou je fais, du freestyle, donc ça marche, un temps. Je génère du chiffre un temps, mais sur le long terme, ça marche pas trop» Ouais. et donc je me suis dit: «Ben, fondation, on démarre par le why». OK. Attends, j'avais la question que je voulais poser. Oui, la différence entre les LLM généralistes, OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok et ce que tu souhaites apporter avec Ember? Ouais, bah, en fait, Ember démarre là où ChatGPT s'arrête, c'est-à-dire, les ChatGPT, ou tous les LLM généralistes, c'est la première couche pour moi, qui est fondamentale. Elle est exceptionnelle. Par contre, la vraie révolution, elle va se passer sur les verticaux métiers. Ouais. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat et je pense que chaque, cœur de métier va pouvoir, révolutionner sa propre industrie Ouais. et pour ça, il faut se reposer sur l'IA, c'est essentiel. Par contre, quand on me dit, «Bah, tiens, on peut faire ça avec ChatGPT», bah, non, ChatGPT a ses propres limites, Ouais. ses propres dérives, on le voit et comment on cadre, ces dérives, comment on les rend, plus intelligentes? Ben, en spécialisant dans son propre métier.
Hier, on me posait la question, on a reçu un conseiller en investissement qui a une mail list de 70 000 abonnés. Je lui posais la question, c'est quoi les futures verticales de l'investissement? Il me dit, moi, je ne mettrai pas en tout cas mes billes sur les gros LLM généralistes, mais j'irai vers les verticaux métiers. C'est-à-dire comment le LLM peut révolutionner la santé, l'industrie du BTP, l'entrepreneuriat, et toutes ces corps de métiers qui finalement vont tendre à évoluer avec l'arrivée de LLM. Hein, tout simplement, par exemple, le comptable qui fait les choses de façon traditionnelle, comment il peut utiliser le LLM justement pour accélérer et fluidifier en tout cas, ses opérations. Toi, c'est le pari que tu fais, sur la verticale entrepreneur? Ouais, moi je suis hyper aligné à ça. On a une chance, inouïe de vivre cette révolution-là, aujourd'hui. On a vécu, internet en 2000, Ouais. on est en train de vivre l'IA aujourd'hui Oui. et c'est fondamental. C'est que, et puis moi je dis, à l'époque, quand on avait démarré Final CAD, le mot chantier, c'est la connotation, c'était, le bordel. Oui. Quand tu dis: «C'est le chantier», on te dit c'est tu te dis: «C'est le bordel». Ouais. Dans l'entrepreneuriat, la connotation, c'est, difficulté, échec. OK. Et moi, je me dis: «Bah, comment tu fais en sorte qu'il y ait moins d'échecs, justement? Comment tu modernises ça?» OK. Et on a cette chance d'avoir l'IA et il faut prendre ce pli. Et surtout, quand tu regardes, il y a beaucoup d'outils pour les commerciaux, des CRM ou pour le marketing avec les HubSpot et autres, et tu as absolument rien pour les fondateurs, c'est le Ouais. néant. Ouais. Et donc comment tu aides ces entrepreneurs qui, ben, se battent tous les jours, cherchent à lever des fonds, ou bootstrap. Comment, tu es tout seul dans ta tête ou éventuellement avec tes associés, mais c'est hyper difficile de prendre les bonnes décisions et de savoir comment tu mènes, ta barque et Ouais. avec, voilà. Et donc moi, j'ai pris ce chemin. Comment tu l'as vécu, toi, cette révolution, LLM-IA? C'est vrai que la notion d'IA existe depuis des dizaines d'années, mais Ouais. que OpenAI a réussi à en faire un modèle ou une interface, grand public, facilement accessible. Toi, comment ça a changé les choses, les perspectives d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue professionnel et notamment avec Ember? Ben, en fait, c'est simple, quand tu reconstruis une boîte, j'étais 200, on était 200, chez Felcad. Si j'avais à refaire la même boîte, bah, je pense qu'on peut diviser par pas mal de monde. Je pense Ouais, qu'en vrai, avec une trentaine, de personnes, on doit pouvoir faire la même chose que ce qu'on pouvait faire. ouais, Non pas parce que, je veux, moins recruter, c'est juste qu'il y a avant, tu avais pas cette efficacité que tu pouvais avoir pour des tâches répétitives. oui, Tu devais recruter des gens pour faire ça, oui, et qui ont pas, c'est des tâches vraiment, quand je prenais l'exemple tout à l'heure de, on a changé la façon de construire en disant: «J'ai digitalisé le papier», et avant tu donnais, le papier à la secrétaire devait tout ressaisir ouais, sur Excel, enfin zéro valeur ajoutée, quoi. ouais, Elle pouvait faire plein d'autres choses, avec beaucoup plus de valeur. Et ben, pour moi, c'est un peu pareil. C'est aujourd'hui, tu peux rationaliser et être hyper lean dans ton organigramme, ouais, et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'être d'ailleurs, fondateur, pour le moment unique. Et je me repose de partenaires pour, construire Humber, et je vais voir comment structurer en tout cas, mais je le fais de manière extrêmement lean. Tout ce ouais, qu'on automatise, on peut automatiser, et toutes les choses à valeur ajoutée, on le fait. Donc c'est pas pour dire que je veux tout remplacer par l'IA, au contraire, moi, c'est pour ça que je pousse, je dis que c'est de l'ingénierie entrepreneuriale, c'est boosté par l'IA et c'est renforcé par la communauté entrepreneuriale, et ça, c'est hyper important parce que c'est le match de l'humain et de l'expérience, entrepreneuriale qu'on va pouvoir aider les gens, ouais. Ouais, c'est surtout sur des tâches répétitives que, finalement, plus personne ne veut faire. principalement. Je Ouais. pense que c'est l'IA et aussi la robotique, hein. Je pense qu'il y a un grand enjeu au niveau robotique. Elon Musk faisait des annonces, il y a quelques jours justement sur le fait que les robots vont remplacer de plus en plus les humains sur des tâches qui sont très, très répétitives. Et si je prends l'exemple aussi de Galileo, hein, c'est-à-dire qu'en 2022-2023, on fait une levée de fonds, il y a 25 personnes qui travaillent dans la boîte, la moitié ce sont des développeurs, d'autres ce sont des traducteurs, des social media managers, des personnes des opérations et cetera. Et que final, plus les LLM se sont développés et plus j'ai réussi aussi à réduire, les coûts, en dépenses, de ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à faire tourner, une boîte avec, peut-être 2 fois, voire 3 fois moins d'effectifs qu'avant, quoi. Ah mais complètement. Par contre, quand on se met de l'autre côté, côté, des collaborateurs, parce que j'ai été conseiller une boîte, une énorme boîte de communication et publicité, heu, ils se sont dit: «OK, en fait, mais l'IA, le problème, c'est que, ben, générer des vidéos, faire, automatiser, enfin, que ce soit du montage, que ce soit de la prod ou autre, en fait, il y a un vrai impact sur le métier, et Ouais, du coup, tout le monde a un petit peu peur». oui, Et
je pense que cette peur, de toute façon, l'émotion, enfin, quelle que soit l'émotion, elle dure, normalement 5 minutes en vrai. Ouais, Et après, il faut juste, se dire comment tu la rends plus intelligente. Moi, typiquement, quand je te disais, je prends le vertical entrepreneurial, OK, c'est dit. Par contre, je veux pas, je veux le faire, je veux créer ce gap entre IA et humain. C'est oui, pas full IA. ouais, Donc c'est vraiment comme tu dis, c'est vraiment sur les tâches répétitives oui, qui ont peu de valeur ajoutée et franchement, même si une personne la faisait, enfin la cette faible valeur ajoutée, ben, c'est pas tenable, c'est pas durable. bien sûr. Faut réinventer ça. Ouais, ouais. Mais je pense qu'en fait, il y a ces opérateurs vont se transformer finalement en des prompteurs d'IA, en Ouais, des personnes capables de les manipuler, de les piloter. Parce que c'est vrai que je pourrais pas remplacer mon comptable. Par contre, si tu mets dans les mains d'un comptable un LLM, il va être surpuissant. Pareil pour un développeur, si tu lui mets, un LLM, en fait, il va magnifier son travail. En fait, je le vois un peu comme une première révolution industrielle. C'est-à-dire qu'au début, on labourait les champs à la main et cetera, on faisait de la couture et finalement, la machine est venue assister l'humain et ces personnes qui avaient acquis des compétences, une expérience dans leur cœur de métier sont devenues finalement des personnes qui pilotent, ces machines pour accomplir la tâche qui est demandée. Ça, je l'ai rencontré par exemple avec des développeurs en disant: «Vous allez devoir, utiliser l'IA pour faire du développement». En fait, il y a comme une résistance. Ça veut dire que ça fait 5, 6 ans qu'ils ont fait des études pour apprendre à écrire des lignes de code et là, on leur demande finalement de venir piloter une IA qui va faire ces lignes de code à leur place. Et voilà, je remarque en tout cas une résistance de la part de certains corps de métier à l'utilisation de l'IA. bah, c'est une résistance, mais après à mon avis ça va s'équilibrer au fur et à mesure. C'est comme, on a eu le covid et ben, heureusement qu'on a eu la visio. La visio, ça a permis de faire, enfin de réduire ces réunions, interminables, tu vois, qu'on pouvait faire physiquement. Ouais, Et aujourd'hui, tu vois, ça s'équilibre parce qu'on a besoin de revoir les gens, on oui, a besoin de faire un mixte entre visio et réunion physique. physique, Aussi, ça a permis de se dire: «OK, je peux bosser avec l'international parce que, je veux recruter des développeurs, j'ai pas besoin qu'ils soient physiquement là. Ils oui. peuvent être, aux US, à Singapour ou peu importe, le lieu. Ils peuvent tout faire à distance» et du coup, je pense que ça a démocratisé tout ça et pour moi, l'IA, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que ça va s'équilibrer avec le temps. Par contre, il faut prendre ce virage-là parce que ou en tout cas, il faut avoir la réflexion de le prendre. Sinon, sinon effectivement, ça va être compliqué pour ceux qui vont pas le prendre, ouais. Ember, c'est quoi la racine, l'étymologie de ce nom? Alors, Ember, l'étymologie, c'est, la braise, c'est un mot donc c'est anglais, c'est le ça signifie les braises. C'est-à-dire que pour moi, dans l'entrepreneuriat, une boîte, en fait, surtout moi qui ai créé plusieurs boîtes, ben, ça marche moins bien, donc il y a des flammes, ça redevient en braise, elles peuvent repartir les braises et ainsi de suite. OK. Donc pour moi, il faut que ces flammes soient animées en permanence pour qu'elles restent et donc ça part de là, à la base. Je me suis dit: «C'est une belle représentation, en tout cas une belle image de se dire, il faut faire renaître à chaque fois les cendres, mais toujours avec l'expérience». Est-ce que Ember est un produit qui s'adresse principalement à ces fondateurs qui sont des solopreneurs? C'est-à-dire qui se lancent sans avoir finalement dans leur entourage un sparring partner qui vienne les aider et les accompagner dans les difficultés, de l'entrepreneuriat? Ouais, en fait, Humber, ce que je veux faire avec Humber, c'est que je veux aider les entrepreneurs à chaque étape de maturité ou de croissance, de leur boîte, de leur vie entrepreneuriale. Et ça commence par la première offre qui est en gros l'offre founder, qui correspond aux solo entrepreneurs ou ceux qui ont un petit peu démarré et ils veulent se repositionner sur leur vision parce que justement il y a des, zones, de croissance à dénouer, où il y a des problématiques à dénouer. Donc mais oui, effectivement, la première partie, c'est les fondations, OK. la base. Ensuite, on atteint une étape où on commence à générer de l'attraction, et là, on commence à avoir des problèmes sur peut-être le management ou peut-être, une 1re levée de fonds qu'on a envie de faire. Donc on a besoin d'être plus structuré jusqu'à la scale up. Donc c'est vraiment ce que j'ai vécu et là, il y a des choses à faire attention, OK. et des raccourcis à faire, être extrêmement précis dans l'exécution et donc il y aura des modules pour ça, ouais. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de plein de choses finalement, de marketing, de business, de comptabilité, fiscalité, légal. Est-ce que Ember se positionnera sur toutes ces composantes? Sur une partie de ces composantes-là, je pense, parce qu'il faut avoir une vision d'entrepreneur, de fondateur. Donc sur les bases, donc je vais jamais rentrer en compétition sur des choses très spécifiques que peuvent faire, plein de solutions qui le font extrêmement bien. Par contre, sur les manières et les décisions à prendre,
Là, par contre, Ember sera toujours là, que ce soit, donc dans la top line, tout ce qui est, business ou, dans le bottom line, donc tout ce qui est, coût, zone de coût. Parce que typiquement, si une personne veut bootstrapper, Oui, il doit faire extrêmement gaffe à ses dépenses. OK. Celui qui a levé des fonds, il va plus aller chercher la top line, moins la bottom line et heu et voilà. Donc, C'est quoi le parcours, le parcours utilisateur de Ember? C'est-à-dire que j'arrive sur la plateforme, je m'inscris, je suis un entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe à partir de l'inscription? ouais, donc déjà, c'est une inscription, donc c'est un modèle freemium, donc l'entrepreneur va pouvoir essayer gratuitement, se générer de la valeur gratuitement et si elle est contente, elle va pouvoir poursuivre dans les différentes offres et ce qui va se passer, c'est que une fois qu'il va s'inscrire, il va commencer par ce fameux why, il va passer un peu de temps, de manière structurée à à se faire challenger, à être repoussé dans ses retranchements pour avoir cette vraie vision de pourquoi il veut créer ce business-là et ensuite, des modules jusqu'à, créer son business plan, de manière automatique, avoir OK. son pitch deck de manière automatique. Parce qu'un premier entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire: «OK, je vais aller chercher des financements, peut-être publics ou quoi». Donc faut avoir des informations très structurées pour éviter les 40 allers-retours qu'on peut avoir avec les financeurs, Oui, faire perdre du temps. Quand tu es entrepreneur, tu as pas de temps à perdre au début et une fois que tu as créé ces fondations, tu veux générer de l'attraction. Donc là, tu vas avoir un module qui va permettre de générer, des leads, automatiquement OK. et ensuite tu veux de la visibilité et de l'autorité parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux, ce qu'il y avait un peu moins, encore un peu avant Oui. et là, on a cette chance-là. Il faut faire partie de ces fameux 1 de ceux heu, qui publient, qui se montrent parce que, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu ne le montres pas, bah, il va rester le meilleur produit du monde dans ton garage, quoi. Est-ce que la vision est à l'instar de Final Cut, c'est-à-dire 80 de logiciel, mais également une approche, humaine de type de service? Ou est-ce que tu vois 100 logiciel? Donc pour le moment, je pense que ce qui va se passer, c'est que, ça va être le logiciel et les 20 de services, ça va être les partenaires que je vais pouvoir recommander à travers ma plateforme et ça, c'est vraiment un module hyper essentiel parce que, heu, on a besoin donc le logiciel ne pourra jamais tout faire et justement, quand je parlais tout à l'heure, je vais jamais concurrencer, ben, justement mes partenaires Oui. parce que ce que je veux, c'est qu'ils apportent de la valeur aux entrepreneurs à leur moment clé. Donc OK. pour mes partenaires, je vais leur apporter des leads extrêmement chauds parce qu'ils seront au bon moment, et ils auront l'argent de dépenser pour ce partenaire-là et côté entrepreneur et ben, c'est le moment où justement il y a cette chose à travailler et qui est importante pour lui et donc va pouvoir le faire via le partenaire. Oui, parce que en plus de Ember, le copilote, c'est-à-dire c'est une mise en relation, c'est ça, Oui, entre des prestataires de services et des clients? oui et c'est ce que je disais, c'est une des raisons pour lesquelles, je te disais, que Humber commence là où ChatGPT s'arrête. C'est-à-dire que ça va aller beaucoup plus qu'une simple conversation où on ne sait pas trop où on va partir. Oui. Chez Humber, tu es hyper cadré et au moment où tu as besoin d'avoir les bons réseaux, les bons partenaires, là, tu auras la possibilité de les avoir, sous la main et d'échanger avec eux et de contractualiser avec eux. Je trouve que la force du coach se trouve dans la puissance de ses questions. C'est pas quelque chose que fait, ChatGPT, Claude intuitivement. Ember, oui, va commencer par une série de questions Ouais. pour essayer en fait de faire parler l'entrepreneur et de sortir quelles sont ses valeurs, sa singularité, ses différenciants et c'est là où se trouve la puissance de ce logiciel. Oui, c'est ça et aujourd'hui, quand tu regardes beaucoup de personnes utilisent, ChatGPT ou équivalent et on pose des questions, souvent on pose pas les bonnes questions ou les pose mal et du coup on part sur des dérives et le problème c'est qu'on croit, dur comme fer ce que ChatGPT, peut dire et ça c'est hyper dangereux. Donc ce qu'on a ajouté dans Humber, c'est aussi une note de confiance. C'est-à-dire que, heu, on a ajouté cette ingénierie entrepreneuriale et par exemple, on va dire Humber va dire: «Voilà, j'ai 80 de taux de satisfaction sur ce que je vais fournir, en tout cas en résultat». C'est-à-dire que s'il y a 20 à aller chercher et ben, je vais dire justement à l'entrepreneur: «Va chercher ces 20 pour être hyper fiable». Oui, Voilà, il y a pas de OK, c'est boosté par l'IA, donc c'est cette ingénierie entrepreneuriale, c'est boosté par l'IA. Par contre, c'est jamais parfait OK. et je veux montrer que c'est jamais parfait. Par contre, on est proche d'une perfection. Geoffroy, peut-être tu vas rire de la question, mais toi, c'est quoi ton why? Moi, mon why, c'est d'aider, les personnes de terrain à se sentir mieux, à gagner en productivité et vraiment, aider les gens de terrain, finalement. Je l'ai fait, pour Final CAD, j'ai réussi à aider des centaines de milliers de personnes à travers le monde et je suis trop content d'avoir vu leurs yeux pétiller quand ils ont utilisé la solution et là, je veux faire exactement la même chose pour les entrepreneurs et je veux faire en sorte que
c'est 90 d'échecs sous les 7 ans passe à 90 de réussite OK. dans les 7 ans. C'est vraiment ma vision, quoi. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu veux, en termes d'objectifs pour Ember d'ici, 5 à 10 ans? D'ici 5 à 10 ans, bah, justement, si j'arrive à ne serait-ce réduire ce 90 d'échecs à moins, bah, j'aurais réussi. Ce que je veux vraiment, c'est aider, pareil, des centaines de milliers d'entrepreneurs, sous 5 ans, j'espère bien, OK. à utiliser la solution et cette solution-là, je veux le faire pas qu'en France, je veux qu'elle soit dès le premier jour worldwide. Je commence par les US et la France et j'espère que d'autres pays adhéreront aussi à Ember. Nous arrivons à la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, toi personnellement ou pour ton entreprise? Où est-ce Bah, pour mon entreprise, que justement, il y a un maximum d'utilisateurs et que, j'espère, pouvoir réduire cet échec qui est extrêmement difficile à vivre, je pense, pour les entrepreneurs et si je peux, pas les sauver, mais les aider, ça sera déjà une belle première réussite pour moi. Merci Geoffroy pour cette interview, Merci à c'était toi. original.